Renaud Dely. Madame Auriol, il y a en gros 3 candidats principaux dans cette primaire. Merci de vous-même, m'intégrer. François Hollande et Martine Aubry. Vous avez mis dedans, je sais que ça vous fait plaisir. On n'arrive pas à comprendre. Vous êtes sûr? On n'arrive pas à comprendre sur le fond ce qui vous différencie vraiment. C'est-à-dire que vous êtes en gros de la même génération, vous avez gouverné ensemble, vous avez à peu près la même expérience, tous les 3. Vous vous appuyez sur le même projet, le projet du parti. Qu'est-ce qui, sur le fond, vous distingue de François Hollande et de Martine Aubry? Qu'est-ce que vous avez qu'ils n'ont pas? Ou à l'inverse, qu'est-ce qu'ils ont que vous n'avez pas? On se souvient, par exemple, que quand la question a été posée à Martine Aubry, alors, elle avait répondu que vous étiez blonde, ce qui n'est pas flagrant, que vous étiez blonde et qu'elle était brune, ce qui ne semblait pas une différence déjà flagrante, ça saute pas aux yeux, et en plus, politiquement, ça me semblait assez léger. Alors, qu'est-ce que vous avez que eux n'ont pas? On a l'impression que vous êtes interchangeables. Moi, je ne me positionne pas par rapport aux autres. Vous voyez, c'est pas une question. Mais nous, on va devoir choisir. Eh bien oui, c'est à vous d'observer. Voilà. Donc vous êtes les mêmes. Je pense qu'on n'a pas les mêmes tempéraments, les mêmes bilans, les mêmes expériences, la même cohérence politique, la même vision politique des choses. Moi, j'ai fait l'effort d'exposer aux Français et ma vision politique des choses. On en pense du bien, on en pense du mal, mais au moins c'est clair. Moi, je veux donner à la France de l'ordre social juste. Je veux mettre en mouvement les forces citoyennes, c'est-à-dire j'ai une vision du fonctionnement démocratique qui est une vision de démocratie participative auquel je crois profondément, que les Français ont envie aussi de participer, d'être mis en mouvement par rapport aux efforts qu'ils vont devoir faire. J'apporte des priorités, des solutions, ce que j'appelle des solutions équitables et justes, sur 5 grandes priorités. Faire de la France un pays d'entrepreneurs, faire de la France la première puissance écologique d'Europe, ça c'est notre nouvelle frontière. Et en plus, je l'ai démontré là où j'avais des responsabilités. Remettre l'éducation au cœur du pacte républicain, en particulier en rétablissant tout de suite l'année de formation des enseignants. Faire des banlieues, non pas un problème, mais une partie essentielle de la solution. Et ça sera le grand chantier du quinquennat pour que le talent et le potentiel des banlieues fassent partie du redressement de la France. Parce que je n'accepte pas que ce soit l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique qui vienne dans nos banlieues chercher le talent de nos jeunes et que nous, on continue à considérer les banlieues comme un poids. Moi, je considère que c'est un potentiel considérable. Et la 5e priorité, c'est la question de la sécurité. Et ça, ce n'est pas nouveau pour moi, parce que je le disais déjà en 2007, sous les colibés de certains socialistes. Et je considère que c'est à la gauche de répondre à cette exigence de sécurité, notamment dans les quartiers populaires. J'ajoute à cela, bien sûr, le chantier européen et international. Et pour moi, la vision européenne, notre grand destin européen, c'est de réaliser les États-Unis d'Europe. Voilà. Et je poserai la première pierre de ces États-Unis d'Europe, c'est-à-dire des nations fortes. Et la récupération ou la revendication du drapeau national, que j'avais déjà fait en 2007 sous les colibés de certains de mes amis, que maintenant plus personne ne conteste. Ça aussi, je ne laisserai pas le drapeau français au Front National. Et je considère que la première étape des États-Unis d'Europe, ce sont des nations fortes, fières de leur histoire, mais en même temps l'acceptation d'un certain fédéralisme pour que nous puissions mettre en commun nos forces et pas seulement nos faiblesses. Voilà les chantiers de mon quinquennat. C'est ce qui vous distingue de vos 2 concurrents que vous citez. Mais je ne vous le dis pas par rapport aux autres, je vous le dis par rapport aux Français. De ce que j'ai compris de la France, de mon expérience, des 30 ans de vie politique, de ma campagne présidentielle de 2007, de ce qui a changé depuis, de ce que j'ai pu approfondir depuis, des valeurs qui sont les miennes. Alors on me dit que je suis à la fois traditionnelle, moderne, anticipatrice, mais parfaitement. Je ne suis pas dans une ligne idéologique et identifiée comme ceci ou comme cela. Je suis dans la réponse concrète aux problèmes. Et l'enjeu aujourd'hui de la France, c'est d'accepter des réformes, d'accepter un mouvement, d'accepter une métamorphose, d'accepter une transformation, tout en étant sécurisé. Voilà. Et je pense pouvoir sécuriser et protéger les Français tout en les conduisant vers un changement. Et en leur disant, vous pensez qu'on est au bout du rouleau, parce que franchement, ils en ont plein la tête, hein. Vous pensez qu'on est au bout du rouleau. Vous pensez que finalement c'est l'économie financière, la globalisation qui commande de tout et qu'il n'y a plus de marge de manœuvre pour la politique et que finalement gauche-droite c'est pareil, ils vont nous raconter les mêmes salades et arriver au pouvoir, ils feront
du bricolage à la marge. Et de toute façon, on va continuer à s'enfoncer pendant qu'une petite minorité continue non seulement effectivement à s'enrichir, mais à décider pour le plus grand nombre de ce qui se passe. C'est ça le sentiment des Français. C'est qu'il y a 10% des gens qui non seulement s'en sortent, s'enrichissent, mais en plus imposent les règles du jeu aux autres et décident pour tous les autres. Eh bien moi, je vais changer ça. Parce que je pense qu'un pays se redresse si il y a une majorité de Français qui décide de son avenir et qui reprend en main son destin. Voilà ce qu'il faut changer en profondeur. Il y a une différence qui m'apparaît, moi, mais peut-être que vous pourrez la confirmer, c'est que vous avez dit, les prélèvements obligatoires, c'est concret, les prélèvements obligatoires en moyenne ne doivent pas augmenter. Oui. Et Hollande, si j'entends bien, il dit le contraire, il dit on ne peut pas faire autrement, on augmente les impôts. Donc là, il y a une différence très nette. Oui. Vous augmentez pas les impôts, lui, non. oui. Oui. Bon, on peut dire ça. Voilà. Mais alors comment vous faites pour financer les nouvelles dépenses alors ? Mais je relance l'activité économique. Mais vous n'allez pas continuer à prélever des impôts, des charges, alors qu'il n'y a plus de production. Donc il ne sera pas C'est votre ministre des aberrant. Finances. Il ne sera pas votre ministre des Finances, il n'a aucune chance. Mais hein. un ministre dans un gouvernement s'intègre dans une dynamique collective et dans une décision gouvernementale. Vous pensez vraiment qu'on peut encore augmenter les impôts, les taxes sur les gens avec la hausse, Ah bon? Mais vous allez chercher l'argent où? Dans les riches, chez les riches. Ah non, mais une meilleure répartition de la fiscalité, oui. Ah bah attends, moi je suis même pour une tranche supplémentaire. Mais je pense que ça sera inévitable d'augmenter. Je l'ai dit d'ailleurs. Non, mais globalement, vous ne pouvez pas continuer à augmenter les prélèvements sur la richesse produite sans augmenter le volume de cette richesse produite. Voilà, ça n'est plus possible. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez continuer à dégrader le pouvoir d'achat des gens et donc vous allez encore enfoncer le pays dans la récession. Moi, je suis pour augmenter la production, le pourcentage. Mais Oui. dans l'immédiat, donc dans la première année, par exemple, vous maintenez le déficit au même niveau dans ce cas-là? Non, forcément. pas du tout. La croissance, ça ne repart pas comme ça du jour au lendemain. Mais pas du tout. D'abord, le déficit, je commence par lutter contre le déficit en luttant contre la fraude fiscale, 45 milliards. Je fais rembourser le bouclier fiscal, 2,6 milliards. Et je relance tout de suite l'activité économique. Vous n'allez pas me dire que ce n'est pas possible de relancer l'activité économique. Dans le ralentissement qu'il y a eu dans le domaine de la croissance verte à cause des décisions lamentables sur la filière photovoltaïque, c'est juste insupportable. Il y a eu 50 000 emplois qui viennent d'être anéantis là, à cause des mauvaises décisions sur la baisse du prix de rachat de l'énergie solaire. Et moi, je libère ça tout de suite dès demain. Ce que j'ai fait pour Eliès, pour la voiture électrique, vous ne croyez pas que si j'avais été aidé par l'État, ça aurait pu aller plus vite et plus fort? Toute l'industrie automobile française devrait aujourd'hui avoir des perspectives sur les transports propres, la voiture électrique, les tramways du futur. J'étais hier, il y a quelques jours, avec les ouvriers de Saint-Nazaire. Donc ils étaient très inquiets parce qu'ils n'avaient pas les marchés de commande. Alors ils me disaient, mais il y a la nouvelle génération des ferries à mettre en place, les nouvelles technologies concernant les transports maritimes, la voiture électrique. On va passer à 400 salariés là, à la fin de l'année. J'ai repris l'usine avec 30 salariés. Soi-disant, c'était impossible. Ça n'a pas été possible, ça a été fait. Donc il y a un potentiel considérable. Et moi, j'ai présenté un plan de réindustrialisation de la France dans le domaine des nouvelles énergies, de la chimie verte, des nouvelles filières du bâtiment, de toutes ces transformations écologiques, de la révolution écologique. Mais il faut de la volonté politique, ça. Alors, là, il y a eu un retard considérable. François Reynard, pour une petite précision. Une petite précision sur ce que vous venez de dire. Quand vous dites pour gagner de l'argent, on lutte contre la fraude fiscale, ça veut dire qu'aujourd'hui on ne lutte pas contre la fraude fiscale. Comment vous faites mieux? Et l'autre question, c'est vous dites on rembourse, on demande aux gens de rembourser le bouquet fiscal. Ça veut dire on appelle Madame Bettencourt en disant tu rends tous tes chèques, mamie, c'est quoi? C'est une petite précision. Non mais De toute façon, les riches ont eux-mêmes demandé à payer. Pourquoi on ne les a pas pris au mot? Mais pourquoi on ne les a pas pris au mot? Pourquoi à un moment il n'y aurait pas aussi un débat public là-dessus? Vous les payez? Remboursez le bouclier fiscal. Et la fraude fiscale, vous faites comment alors? Parce qu'aujourd'hui on lutte contre la fraude fiscale. Ah bon? On lutte contre la fraude fiscale? On avait soi-disant interdit les paradis fiscaux. Ils sont interdits les paradis fiscaux? Comment faites-vous, expliquez-vous que les entreprises du CAC 40 ne payent que 9% d'impôts? Même le MEDEF s'en est ému. Comment vous faites pour la faire Mais payer? C'est la question. je réforme l'administration fiscale pour récupérer les 45 milliards d'euros de fraude fiscale. Ça ne se fera pas la première année. Je pense que ça mettra 4 ans. Tous les ans, je récupère au moins, minimum, fourchette basse, 10 milliards d'euros de fraude fiscale. Est-ce que c'est acceptable?
La Grèce a le même problème, vous l'avez vu, la Grèce a le même problème. La fraude fiscale est considérable. J'en ai parlé moi à Georges Papandréou. Il m'a dit il y a une fraude fiscale terrible en Grèce, rien que ça, on arriverait. Pourquoi le FMI et pourquoi les critères des agences de notation ne mettent pas la lutte contre la fraude fiscale dans les notations du AAA? Pourquoi est-ce qu'elles ne mettent pas la lutte contre les injustices fiscales dans la notation des États? Donc les critères aussi d'appréciation d'une bonne gestion, pourquoi c'est toujours les mêmes? Pourquoi c'est toujours quand on baisse les salaires, quand on baisse les retraites, quand on frappe les services publics, à ce moment-là, les pays prennent une bonne note? Pourquoi c'est pas la juste contribution des riches au redressement de la nation? Pourquoi c'est pas la justice fiscale qui permettrait de donner des notes justes aux pays? Donc le critère même du choix de notation des pays est un vrai scandale. Il a été défini uniquement par les institutions financières qui, comme je l'expliquais tout à l'heure, ont intérêt à la baisse du niveau de vie des gens pour pouvoir rentabiliser leur spéculation financière. Donc, est-ce que oui ou non, à un moment, les dirigeants politiques de ce monde, à commencer par ceux de l'Europe, vont imposer leurs critères d'une bonne gestion des deniers publics, en particulier la justice fiscale, et créer une agence publique de notation? Mais à ce moment-là, les choses changeront considérablement, parce que les pays, au lieu d'être notés sur ce qui aggrave la situation des peuples et ce qui enrichit toujours les mêmes, seront notés sur les vertus publiques d'une bonne gestion des deniers publics pour élever le niveau de vie des peuples. On est quand même engagé en politique pour améliorer le niveau de vie des gens et le bonheur des gens, pas pour faire le malheur des gens. Ben, les agences de notation donnent une note d'autant plus forte que les gens sont malheureux. C'est quand même extravagant cette histoire. Qui aura suffisamment de poids, de charisme, de volonté morale et politique pour enfin changer ce système qui nous conduit tout droit dans le mur? Mais ça va mal finir si à chaque crise politique, aucune décision éthique n'est prise par rapport à un changement des repères. D'un mot, puisque la question de la justice et de l'équité va être évidemment une des questions centrales de l'élection de 2012, à partir de quel capital ou de quel revenu est-on riche? C'est quoi un riche? Mais je pense que ça ne se définit pas en fonction d'un seuil. Je ne reprendrai pas le seuil des 4 000 €. Ça a fait tant de bien pendant la campagne présidentielle. Parce que à niveau de revenu égal, on n'est pas dans la même situation. Par exemple, si on est propriétaire de son logement ou pas. Aujourd'hui, l'égalité la plus criante est une inégalité devant le logement, avec encore plus la flambée des prix sur le logement. Donc vous avez, pour la première fois dans l'histoire depuis l'après-guerre, une difficulté pour les jeunes générations maintenant d'accéder à la propriété du logement. Et ça, c'est un sujet qui est explosif. Et puisqu'on parle de rentrée scolaire, vous savez, quand un enseignant, comme j'en ai rencontré hier, arrive en région parisienne avec 1 500 € net, vous avez aujourd'hui des enseignants qui habitent dans des campings et qui le matin vont à l'école. Alors quand une nation accepte une telle paupérisation d'une profession qui est quand même à l'avant-garde de ce qu'une république est en droit d'attendre à l'égard du respect dû aux enseignants, eh ben je trouve que c'est très grave et moi je trouve ça inacceptable.